Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir. Tu es sénateur socialiste des Landes. Si je t'ai invité, c'est parce que tu as déposé une proposition de loi qui visait à clarifier une procédure de révision constitutionnelle contre le Rassemblement national. C'est comme ça que tu la présentes, c'est comme ça qu'elle a été présentée dans les médias. Elle vise particulièrement l'article 11, cet article qui permet de convoquer au président de convoquer un référendum. On va y revenir, mais d'abord j'ai une question d'actualité parce qu'on est mercredi matin et en se réveillant, on a appris la victoire à New York du démocrate Zoran Mamdani. Qu'est-ce que ça t'inspire cette victoire? Le premier mot, c'est un soulagement. Après quelques mois ininterrompus de Trump au pouvoir, avec l'ensemble des mesures qu'il a pu prendre jusque-là, et une anesthésie de l'appareil démocrate et des démocrates aux États-Unis, c'est une espèce de fraîcheur qui se dessine parce que Mamdani incarne aux États-Unis un espoir. Alors au-delà de toutes les polémiques, il montre qu'il y a une nouvelle génération de démocrates qui se bat contre une partie de l'establishment de ce parti et qui vise à revenir à un discours de gauche, aux fondamentaux de la gauche. C'est le message de Zoran Mamdani. Il s'est battu sur l'ensemble de ces aspects, la vie chère, l'accès au logement, les services à New York. Et ça, c'est le but de la gauche, c'est reparler aux gens et faire des choses pour les gens, et non pas uniquement de se contenter de discours de haine qui sont ceux de la base MAGA aux États-Unis. Ça dit quelque chose ça pourrait dire quelque chose à la gauche française. Tu vois des parallèles, tu vois des... Ça dit une chose, c'est que l'espoir n'est jamais mort. Et que dans un moment morose et dans un moment de résignation collective, il y a tout simplement d'autres perspectives. La France n'a pas perpétuellement à se recroqueviller comme le voudrait la droite et une partie de l'extrême droite. Et je pense que, voilà, simplement se dire qu'il y a toujours de l'espoir dans un monde difficile, c'est déjà pas mal. Passons maintenant à ta proposition de loi. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous l'expliquer? Donc c'est une proposition de loi constitutionnelle puisque, en fait, elle vise à faire une transformation à l'intérieur de notre texte, à l'intérieur de notre texte suprême, la Constitution. Qu'est-ce que dit ce texte? En fait, pas grand-chose, mais une petite précision qui est utile. Il dit tout simplement qu'il faut qu'il n'y ait plus de confusion possible, comme ça peut être le cas par le passé, et qu'il y a un seul moyen de réviser la Constitution. C'est d'ailleurs ce que dit le texte constitutionnel. Il y a un titre qui s'appelle « De la révision », et dans ce titre, il n'y a qu'un article, c'est l'article 89. Et donc ce texte vise à dire que effectivement, il faut uniquement réviser la Constitution par l'article 89. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que l'article 11 a pu être utilisé dans le passé et que le Rassemblement national, mais comme, j'allais dire, l'ensemble des gouvernants qui pourraient avoir des tentatives autoritaires voudraient passer par l'article 11, c'est-à-dire par un référendum qui est normalement un référendum qui porte sur des questions législatives et non pas constitutionnelles, et donc d'avoir un débat sur une modification de la Constitution qui serait complètement tronquée, qui irait très vite et qui empêcherait d'une certaine façon que l'on se prononce vraiment au fond sur les modifications qui sont proposées. Mais au fond, tes détracteurs pourraient te dire oh, mais en fait, il a peur de donner la parole au peuple. Il a peur que les référendums soient utilisés un peu à tort et à travers. Oui, j'ai entendu cette critique, c'est assez mignon. Alors, deux arguments majeurs. Le premier, il est essentiel. Je le répète, la Constitution, elle est, comme le disent les juristes, au sommet de la hiérarchie des normes. C'est notre texte suprême, c'est celui qui fait fonctionner nos institutions, et c'est aussi celui qui détermine les principes républicains. Et donc, partout où il y a des constitutions écrites, c'est difficile de les transformer. Pourquoi?
justement parce que ce n'est pas un texte comme les autres, et que comme il définit les règles du jeu, ça doit être compliqué, quand elles sont définies, ces règles, de les remettre en question. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut respecter la Constitution, parce que ce n'est pas un texte comme les autres. 2, s'agissant de l'appel au peuple, il y a 2 choses. La première, c'est que par le passé en France, et c'est une des caractéristiques de notre histoire, il y a eu des confusions entre le référendum, c'est-à-dire donner l'avis du peuple, et le plébiscite, où les gouvernants se servent de l'avis du peuple pour se légitimer. Et on a toujours une difficulté en France avec ce sujet. Or, par exemple, la proposition du Rassemblement national s'inscrit dans cette volonté plébiscitaire. Et le deuxième point, c'est que mes détracteurs feraient bien de lire la Constitution, justement. Parce que si cette proposition de loi constitutionnelle devait aboutir, si elle était votée au Sénat et à l'Assemblée nationale dans les mêmes termes, alors la seule voie pour la valider serait le référendum. Donc, il n'est pas question de dire que on a peur ou pas du peuple. C'est pas mon cas. À titre individuel, je suis en faveur du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Je dis juste que quand on fait un référendum, on ne doit pas jouer sur l'émotion. Or, la proposition du Rassemblement national, puisque tu m'en as parlé tout à l'heure, elle joue là-dessus. Elle nous dit que c'est un référendum, qu'ils veulent proposer un référendum sur l'immigration, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de transformer la Constitution de fond en comble et de faire en sorte que la France devienne un régime autoritaire. Donc, il ne faut pas non plus confondre les sujets. Au fond, ce que tu essayes de faire par cette proposition de loi, c'est peut-être aussi de mettre des barrières, d'essayer d'empêcher le Rassemblement national, si tant est qu'un jour il arrive au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est une perspective c'est une hypothèse qui est tout à fait envisageable, hélas. T'essayes de leur mettre des bâtons dans les roues et de dire en fait, on peut modifier aussi un peu la Constitution pour pas qu'ils en fassent un usage à tort et à travers. Alors, oui mais non. Je vais essayer de vraiment le dire de la manière la plus simple, même si je considère que, contraire, le Rassemblement national est toujours un parti spécifique, il est entré dans le jeu institutionnel et dans le jeu démocratique, même s'il n'en respecte pas fondamentalement les règles en interne. Parce que je pense qu'il y a toujours au Rassemblement national une essence autoritaire. Néanmoins, s'il devait arriver au pouvoir, ce que tu as compris, je ne souhaite pas. S'il devait arriver au pouvoir, il pourrait s'il avait une majorité à l'Assemblée nationale, il pourrait mettre en œuvre son programme de la façon dont tous les autres ont mis en place leur programme quand ils ont été élus. Mais ce que je dis, c'est que il le ferait et il devrait le faire uniquement en suivant les capacités qui lui sont données par la Constitution. Et non pas en essayant de court-circuiter celle-ci, de court-circuiter le Parlement, de court-circuiter le Conseil constitutionnel, en mettant en place une révision qui transformerait notre pays. Il y a une différence entre mettre en place un programme politique, certes avec lequel je ne suis pas d'accord, mais qui aurait l'agrément des Français, et transformer le régime, parce que le régime, c'est pour toujours. Un programme, c'est pour un moment. Le régime, c'est pour toujours. Donc, ils pourraient mettre en place leur programme. Mais, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'empêcher, dans le monde que nous traversons, qui est un monde où la démocratie recule, d'empêcher que quiconque avec une tentation autoritaire, il n'y a pas que le Rassemblement national, il peut avoir des formations d'extrême centre, d'extrême gauche, tout le monde peut être tenté d'aller plus vite pour transformer les choses de manière fondamentale. Eh bien, cette proposition de loi constitutionnelle, elle vient en quelque sorte boucher pour tout le monde, et pas seulement pour le Rassemblement national, une porte dérobée qui existe dans notre Constitution.
Ta proposition de loi, elle sera discutée demain, jeudi 6 novembre. Tout à l'heure, tu as dit si ma loi elle est adoptée au Sénat et puis après qu'elle passe à l'Assemblée nationale et qu'elle a nouveau adoptée, il faudra un référendum. C'est pas tout à fait vrai. Il peut aussi y avoir un projet de loi qui est déposé par le gouvernement et devant le Congrès, et après que ça soit adopté en Congrès. C'est une autre voie pour modifier la Constitution. Mais Emmanuel Macron peut reprendre mon texte, il n'y a pas de souci. Et Sébastien Lecornu et tout le gouvernement. Mais ma question c'est, est-ce que tu penses qu'elle a des chances, enfin, en fait, qui te soutient là-dedans? Est-ce que ton parti, le Parti socialiste, te soutient? Et au-delà du Parti socialiste, comment est-ce qu'on voit ta proposition de loi? Alors, c'est une proposition qui est portée par le groupe socialiste. Elle est inscrite dans notre espace réservé. Donc, forcément, oui, j'ai le soutien du groupe socialiste, mais au-delà, je pense que le soutien sera plus large. On verra demain, chacun sera mis devant ses responsabilités. Et en fait, j'espère bien entendu que ce texte sera voté, mais on sait qu'il y a déjà une opposition du groupe LR au Sénat. J'espère néanmoins que ce texte pourra être voté, mais s'il ne l'est pas, l'ensemble de ce que l'on fait, la discussion qu'on a aujourd'hui, elle sert à mettre l'accent sur une difficulté qui existe. Et donc, d'une certaine façon, elle aura mis en lumière un point particulier et elle aura dénoncé une perspective de manipulation. Déjà ça, c'est important, de montrer, en commençant le débat, de montrer que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles sont présentées. Elle pourra être éventuellement, puisqu'elle aura été discutée, elle pourra être reprise à l'Assemblée nationale et elle pourra plus fondamentalement être reprise dans toutes les volontés de transformation de la Constitution à venir. Donc voilà, c'est aussi d'une certaine façon servir un petit peu d'alerte pour l'avenir. Si aujourd'hui tu t'intéresses à la Constitution, c'est pourquoi? C'est parce que tu considères qu'elle est un peu malmenée, que elle a des failles, qu'elle est impunité, que tu te dis que là le moment qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire ces débats sur les lois budgétaires sont un peu on sait plus trop en fait sur quel pied danser. C'est pour ça que tu t'intéresses à la Constitution? Pendant presque 200 ans, on va dire les choses un peu en caricaturant, il y a eu un progrès dans nos institutions. Il y a progressivement, à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la mise en place des droits-libertés, et puis un petit peu plus tard, après 1946, la mise en place des droits créances, sécurité sociale, etc. Et donc la perspective d'une progression vers le haut. Depuis quelques années, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est l'inverse. C'est la possibilité d'un retour en arrière, de la remise en cause de principes qu'on croyait solidement établis. Et encore une fois, les États-Unis, le Venezuela, la Hongrie montrent que très vite, un régime peut s'effondrer de l'intérieur. Et parce que je tiens à ces principes, parce que nous sommes en France l'incarnation de ces principes, je ne peux pas me résoudre à ce qui tombe au sol et qu'on devienne un pays d'exclusion, recroquevillé sur lui-même, incapable d'avoir un sens de l'avenir. Les institutions, c'est aussi un trésor collectif qu'il faut défendre, et comme parlementaire, c'est aussi mon rôle. J'ai une dernière question sur le budget. Est-ce que tu considères que les conditions sont réunies pour que les débats soient de haute tenue et qu'il y ait, tu faisais mention de l'histoire, qu'il y ait une co-construction, comme on disait avant, de la loi budgétaire par l'ensemble des parlementaires? La France est dans un système où l'opposition entre les différentes forces politiques est très forte. Et ça, c'est essentiellement généré par notre mode de scrutin. Le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Quand on met en place un scrutin proportionnel, comme c'est le cas partout en Europe, sauf en France, eh bien, quand on met en place ce genre de système, ça met en avant la nécessité du compromis.
la polarisation en France empêche ce compromis et on le voit qu'actuellement il y a un travail, mais qu'il se fait dans la douleur. Or, je ne pense pas qu'on puisse systématiquement avancer les uns contre les autres. Et dans l'état actuel, on verra si le bloc central comprend la nécessité de ce compromis. Je ne sais pas si dans le bloc central tu mets les LR, mais... Non, ça, pour moi, c'est la droite. D'accord. Il y a la droite, et avec le bloc central. Mais pour savoir où est-ce qu'on a un compromis, si ça avec tout non, le monde. En fait, je suis ici dans l'opposition au Sénat, mais sur certains textes, je travaille en mode transpartisan avec le groupe Les Républicains. Parce que sur certains sujets, pas tous bien entendu, nous pouvons avancer ensemble. Donc l'idée, c'est pas de se jeter des anathèmes les uns les autres en disant que c'est indépassable, c'est pas possible. Chacun doit respecter son identité, mais on peut essayer de construire. Construire, ce n'est pas forcément renoncer. On n'est pas dans la logique du tout ou rien, comme certains partis politiques de gauche ou de droite voudraient nous le faire croire. Merci beaucoup, Éric. Merci d'avoir pris du temps.